Mm, mm. So you need to wait a little bit for some to come in. Otherwise, we will start with three persons. Mm. Ok, on est déjà une dizaine de personnes. Ah oui. Mhm. Oui. Voilà. Le bonjour à tout le monde. Euh, nous sommes là aujourd'hui pour discuter du sujet euh, de la place de l'oralité, excusez-moi, dans la production et promotion de la littérature en Afrique. Je suis content de voir que il y a de nombreux participants qui viennent de un grand nombre de pays. Et on va laisser entrer, on est une quinzaine de personnes. Il y a des gens qui viennent du Bénin, du Togo, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, du Tchad, la Suisse, Niger, Gabon, Sénégal, Guinée, la RCA, la RDC, Burundi, les États-Unis, l'Haïti, Mexique et Canada. Donc on vient d'un peu partout pour aborder ce sujet. Merci d'être là, présent avec nous. Moi-même, c'est Grégory Burgess et moi, j'ai le plaisir de vous présenter le docteur Aoga, donc Augustin Aoga, un collègue avec qui je travaille depuis quelques années maintenant dans le cadre de la Bible d'études perspectives africaines. Euh, Et le docteur Aoga est spécialiste dans la dialogue entre la science, la religion et les cultures. Il est l'ancien secrétaire général des groupes bibliques universitaires en Afrique. Il a fait son doctorat en missiologie à la South African Theological Seminary, sa maîtrise de théologie donc en France à la faculté libre de théologie à Vaux-sur-Seine. Et il a fait son master, là, cette fois-ci en Angleterre, en études bibliques en Ancien Testament à l'université de Gloucestershire en Angleterre. Donc, un très bon parcours académique. Euh, en- à part ça, le docteur Aouga a dirigé la maison d'édition Les Presses bibliques africaines pendant une douzaine d'années et lui-même, il est auteur. Et donc, parmi ses écrits figurent des notes de cette Bible que vous connaissez peut-être en partie, la Bible d'études perspective africaine. Il a écrit des notes pour cet ouvrage. Il est aussi auteur des notes sur Jonas et Nahum dans le commentaire biblique contemporain, un autre ouvrage qui est paru il y a quelques années et plus récemment, auteur également du Temple à la Cité. Donc, vous connaissez peut-être ses ouvrages, mais le docteur Aoga aussi écrivain lui-même. Il est aussi membre de Lire Afrique. Et Lire Afrique, c'est le laboratoire interdisciplinaire des réalités endogènes de l'Afrique, où il participe activement aux interactions et échanges entre universitaires provenant des disciplines variées qui partagent le même intérêt pour analyser autrement l'Afrique. Et c'est un peu la question on va traiter aujourd'hui. Le docteur Aoga habite à Cotonou, enfin, précisément à Bomey-Calavi au Bénin. Et donc, avec son épouse Jocelyne et sa famille, j'ai le plaisir de vous le présenter maintenant pour notre conférence. OK, merci beaucoup, Greg. Je suis très heureux, très content d'être ici et de pouvoir échanger avec mes amis, mes frères et tous ceux qui veulent écouter sur cette thématique, la promotion de la littérature écrite dans un contexte africain d'oralité. Et voici le plan de communication.
je vais lancer les grandes idées et puis c'est au débat que nous allons approfondir certaines terminologies, certaines compréhensions. Une introduction, puis, dans un premier temps, l'oralité africaine, richesse et défis. Ça a des richesses, mais aussi ça a des défis. On va rapidement passer en revue. Et puis, après, on va parler donc d'identifier euh, ce qu'on va appeler les freins à la littérature écrite dans le contexte oral. Et enfin, bon, si il y a des freins à la littérature écrite dans le contexte de l'Afrique, on va dire quelle stratégie de promotion adapter si nous sommes sur le terrain, nous voulons écrire. Et on va terminer par des illustrations pratiques de ce qui s'est passé et comment on peut entrevoir le futur, puis la conclusion. Voilà rapidement là où je voulais vous amener. Et nous commençons par l'Afrique est souvent décrite comme un continent de la parole. Et lorsqu'on dit comme ça, c'est que depuis des siècles, les sociétés africaines se sont construites, se sont transmises et se sont projetées à travers l'oralité. Mais lorsqu'on parle de l'oralité, les gens pensent simplement que c'est un moyen de communication, mais non. L'oralité n'est pas simplement un moyen, un mode de communication, mais c'est un univers de pensée, une manière de conserver et donc d'actualiser l'identité culturelle. Normalement, quand on parle de l'oralité, on ne devrait pas seulement dire l'oralité, on doit parler de l'oraliture. C'est le thème qui, en opposé à la littérature, on doit dire l'oraliture. Et c'est un thème forgé par, normalement, un médiéviste, Paul Zumthor, pour parler de la production, l'ensemble de productions culturelles et littéraires transmises par l'oralité. Donc, c'est aussi un genre littéraire qui a même valeur, même connotation, même densité que littérature, l'oraliture. Et les éléments qu'on met dedans, c'est les récits, proverbes, contes, tout ça là. Nous allons y revenir. Et quel est l'objectif donc que fait l'oralité? Elle conserve et actualise l'identité culturelle et communautaire de ceux qui pratiquent. En principe, ceux qui ne pratiquent pas la littérature, mais qui communiquent par l'oralité, on doit les appeler le peuple verbomoteur. Ça, un- c'est l'approche scientifique d'appeler ceux qui n'écrivent pas. C'est le peuple verbomoteur. Je ne suis pas l'auteur. Celui qui a inventé, c'est Marcel Jousse, qui a fait un travail qui aujourd'hui a donné naissance à toute une littérature spécifique propre au peuple qui n'exprime pas par l'écriture, mais qui s'exprime par la parole qu'on appelle verbomoteur. Donc, c'est Marcel Jousse qui est l'auteur. On pourrait en revenir pour ceux qui ça intéresse. Donc, si on voit que l'oralité permet d'actualiser l'identité, il faut reconnaître qu'il y a quand même une faiblesse. La faiblesse, c'est que l'écrit, comment quitter cette oralité pour l'écrit? Il y a un problème de passer de l'oral à l'écrit. Et ça, c'est le premier problème lorsque on ne peut pas écrire ou nos textes ne sont pas écrits. Et le deuxième problème qui est lié à ça, ça c'est donc la transmission durable. Est-ce que l'oralité peut durer dans le temps? On va montrer que ça a duré quand nous verrons dans la première partie. Donc, ce n'est pas parce que l'oralité a cette faiblesse que quand nous voulons aller à l'écriture, on va substituer l'écriture à l'oralité. Non, notre approche, c'est de proposer un genre de dialogue. Et c'est là, nous mettons dans cette partie, penser une complémentarité féconde entre l'oralité et l'écriture. Donc, en tant qu'Africain ou en tant que peuple verbomoteur,
nous n'allons pas faire table rase de l'oralité pour adopter l'écriture. Nous allons perdre beaucoup de choses, tout ce que nous venons de dire. Donc, c'est un peu comme ça que je peux vous dire, il faut les deux. Donc, une complémentarité féconde. Après ça, donc, nous irons pour voir la première richesse. Nous sommes au premier point. Donc, nous sommes en train donc d'examiner l'oralité africaine, richesse et défi. L'oralité africaine est mémoire vivante et pédagogie communautaire. Il faut l'émetteur et il faut le récepteur. Donc, la communication par l'oralité n'est pas une communication morte, individuelle, où on va lire sur le papier, mais elle est mémoire vivante et pédagogie, donc communautaire. Comment ça peut se passer? Lorsque les anciens ont produit les textes, comment est-ce que ce texte voyage de génération en génération? L'agent animateur, producteur de cette vivacité, c'est lui le griot. Et le griot, si on veut le comparer aux juifs, on va parler un peu de script, mais il est plus que le script. Et on va voir ses rôles fondamentaux. C'est un historien. Il connaît l'histoire, il doit le raconter, mais ce n'est pas seulement historien. Lorsqu'il prend les faits, il peut les mettre sous des formes, il peut les habiller, il peut en mettre dans la musique. Et c'est en cela qu'il est poète. Donc, en jouant le rôle d'historien, en manipulant les textes, en les habillant, en les mettant dans des rythmes, il joue le rôle de poète. Et il est aussi archiviste vivant. Donc, quand vous le touchez, il se déplace. Ce n'est pas comme la bibliothèque où vous irez dans un lieu pour trouver. Vous pouvez le rencontrer, vous pouvez l'inviter, il peut voyager. Donc, c'est pourquoi on parle d'archiviste vivant. Et c'est ça, c'est lui qui maintient. Et donc, toute cette mémoire et cette pédagogie-là ensemble. Et là, si on le prend en lui-même, donc c'est un véritable, on peut parler d'une bibliothèque humaine vivante. Et c'est c'est lui qui permet de maintenir, d'animer, de faire en sorte que ce que nous sommes en train de dire, donc, on puisse porter. Alors, qu'est-ce qu'il produit? Qu'est-ce qu'il produit? Qu'est-ce qu'il anime? Il y a beaucoup d'éléments lorsqu'on va parler de l'oraliture. Mais nous avons choisi de parler de trois pour nous montrer la richesse donc de l'oralité. Il y a les récits, il y a les proverbes et les chants. Il y en a beaucoup, mais nous avons choisi de parler de ces trois-là. D'une manière ramassée et rapidement, les récits, c'est quoi? Les récits racontent les origines des clans, des ethnies, des familles, tout ça là. Et c'est en cela qu'il y a le rôle d'histoire. Mais ils racontent aussi les hauts faits des ancêtres, ce qu'ils ont pu produire et ce qu'ils ont fait. Ce n'est pas seulement l'histoire des récits, des événements passés, mais c'est aussi permet de comprendre qui sont ceux qui, dans l'histoire, ont pu porter donc le clan, la famille. Mais les récits sont aussi des moyens pédagogiques. Par les récits, donc, on peut inculquer les valeurs. Et ces valeurs, il y en a plusieurs, mais les récits, dans l'approche de l'oralité, ces récits donnent des valeurs comme le courage, la solidarité, le respect. Et c'est pour ça que c'est très important donc de comprendre tout ce que cela comporte. Après les récits, c'est les proverbes. Les proverbes sont utilisés dans l'éducation. Ils sont aussi utilisés dans la résolution des conflits et ils sont utilisés dans la vie quotidienne. Peut-être dans les débats, je vais profiter pour montrer tout ce que cela peut comporter. Mais les proverbes, leur force se trouve aussi dans leur capacité de rester intemporels. Le proverbe que l'ancêtre a conçu il y a 3 ou 4 générations, ce proverbe reste encore valable à la deuxième et à notre génération. Ça veut dire que c'est intemporel. C'est ça le bienfait de ces capacités-là. Alors, quand on a parlé de récit de proverbe, l'autre élément important de l'oralité, ce sont les chants. Et que sont les chants? Les chants tissent un lien communautaire en mêlant mémoire et émotion. Si en écoutant les récits, on peut être émerveillé, le proverbe, on peut réfléchir. Quand on écoute les chants, ça met
en mémoire, ou bien ça met en branle la mémoire et l'émotion. Et je donne quelques exemples pour montrer le chant. Il y a le chant du travail. Quand on va au travail, on est en train de chanter. Donc, c'est un moyen qui permet de valoriser le chant. On chante lorsqu'on va au travail. Mais il y a aussi des chants de douleur. Ouais. Et puis, quand vous entendez ces chansons, vous pouvez pleurer. Lorsque quelqu'un a perdu des parents, on a même dans la société ce qu'on appelle les pleureurs. Ils utilisent donc des chants et quand ils entendent, donc on peut pleurer. Il y a aussi quand on va à la guerre, des chants de guerre. Et quand on chante comme ça, le guerrier il est rempli de courage et peut aller affronter. Il y a aussi les chants de célébration, d'anniversaire, pas d'anniversaire surtout. Bon, on va parler des initiations, surtout dans la pensée traditionnelle pure. Célébration de mariage, célébration de sortie d'enfants, célébration de l'intronisation, c'est tout ça là. Et tous ces éléments transmettent des valeurs et des savoirs entre les différentes générations. C'est ça qui explique la richesse de l'oralité africaine. Quelle autre richesse nous avons? L'oralité africaine est mémoire vivante et pédagogie communautaire. Quand on parle de l'oralité comme mémoire vivante et pédagogie communautaire, on montre que l'oralité est source normalement de la communauté. C'est deux choses de la communauté. Parce que qu'on parle de le lieu où se passe l'oralité, c'est toujours des lieux communautaires. Et parmi ces lieux communautaires, ça se passe dans la cour familiale, ça se passe sur des places au village, des lieux de cérémonie et des espaces collectifs. Donc, ce n'est pas un individu qui s'occupe donc de pratiquer l'oralité met en exergue la communauté, mais aussi ses sources d'identité. Parce que en racontant tout ce que les ancêtres ont fait, les jeunes qui écoutent trouve dans tout ce qui est raconté un cadre pour se penser, pour se projeter, pour vouloir continuer ce que tous ces enfants ont fait et ils se retrouvent. C'est pourquoi on va dire que quand on va parler de l'oralité, et on va montrer que nous qui sommes des peuples verbomoteurs, nous avons une identité. Mais ceux qui n'ont plus ça, ils ont des identifications. Parce qu'on se définit en Afrique tel à partir de l'histoire d'un grand-père, d'un père, d'un oncle ou d'une tante. C'est l'homme qui donne l'identité et c'est la lignée. Et maintenant, on va rapidement passer aux quelques atouts avant d'aller aux problèmes qu'on peut rencontrer. Donc, quand on va parler de l'atout, en ce qui concerne donc, les éléments qui composent l'oralité, le premier élément, c'est l'adaptabilité. La communication qui utilise l'oralité s'adapte aux circonstances. C'est-à-dire, si nous sommes dans un événement, la manière de parler va prendre en compte donc l'événement. Si c'est un événement de deuil, ce qui est dit se rapportera au deuil. Si c'est un événement de joie, ce qui est dit va se rapporter à la joie. Donc, les circonstances, alors, sont prédéterminantes pour la manière donc, de parler. Et le parler détermine, prend en compte, normalement, ces différents éléments. C'est pour ça qu'on parle d'adaptabilité. S'adapte aussi à l'auditoire. Lorsqu'on veut parler, si c'est selon l'âge, c'est des enfants, la parole tient compte de l'âge. Si c'est des jeunes, ça tient compte des jeunes. Mais l'adaptabilité, c'est aussi au niveau du genre. La manière de parler à des hommes, c'est pas de la même manière qu'on parle aux femmes. C'est pour ça qu'on dit la richesse de la parole, de l'oralité, c'est la capacité d'adaptabilité. Et toute cette flexibilité dont rend l'oralité vivante et actuelle. L'adaptabilité rend l'oralité vivante et actuelle, toujours capable de répondre aux besoins de la communauté. Et c'est pour ça que on va parler de la mémoire collective. Parce que tous ensemble,
nous écoutons, nous pouvons recevoir la parole, quel que soit notre âge, quel que soit notre genre. Et c'est pour ça que nous avons une mémoire collective. La parole, l'oralité donne une mémoire collective. Le dernier élément, c'est la diversité linguistique. La diversité linguistique, c'est le fait que lorsqu'on veut parler, on peut utiliser différents genres. Lorsqu'on veut manipuler, la parole est si flexible qu'on peut utiliser pour dire la chose quand on voulait vraiment montrer à quelqu'un il est le roi. On va voir le panégyrique qui va ovationner le roi et le roi serait très content. Donc, lorsqu'on veut parler normalement à d'autres personnes voilées, on a aussi la capacité d'utiliser des expressions qu'on va parler de métaphores ou des proverbes, des contes pour parler aux gens. Voilà un peu les richesses qu'on peut déterminer, qu'on peut exposer par rapport à l'oralité africaine. Si nous venons de parler de la richesse, ce n'est pas de l'épopée. L'oralité, ça a donc des limites. Et quelles sont les limites? Nous allons rapidement passer sur les limites. Le premier, c'est l'usure du temps. Nous avons parlé du griot, qui est une personne. Et une personne, on sait que lorsque l'âge bon, s'avance, la mémoire n'est plus toujours fidèle. Donc, le temps serait un, un obstacle à toute cette richesse dont nous avons parlé. Usure du temps, la mémoire se fatiguant, il n'y a plus toutes les capacités pour pouvoir maintenir. Et puis, lorsque le griot meurt, on va dire que donc nous avons perdu notre bibliothèque vivante. Maintenant, quand on arrive au niveau de l'archivage, il y a un problème. Le problème que nous avons, c'est un problème technique et méthodologique. Comment est-ce qu'on peut garder ces connaissances qui sont dans des hommes? Et si les hommes meurent, ce n'est pas possible. Mais l'autre problème d'archivage, c'est le fait que il est difficile de conserver dans une seule personne tous ces éléments. D'où l'importance de réfléchir pour dire, mais est-ce qu'il y a un moyen de garder toute cette diversité, cette complexité en utilisant des techniques, des méthodes? Et je pense que c'est l'un des problèmes de la communication. Quand nous sommes de l'oralité, qu'est-ce que nous devons faire quand nous voyons cette limite? Ça, c'est un peu... L'archivage, nous avons déjà parlé de l'archivage. Nous allons parler maintenant de la diffusion. La limite de la diffusion, c'est lié au fait que le griot, géographiquement, il est qu'au village et il faut qu'on l'invite dans un autre village. Donc, tout ce qu'il a, tout ce qu'il connaît, c'est difficile qu'on puisse transférer ça dans d'autres lieux éloignés. Ça ne peut pas atteindre le grand public. Ça ne peut pas voyager loin. Et c'est pour ça que nous devons donc voir quels sont les moyens de partir de l'oralité pour rentrer un peu dans l'écrit, sans toutefois faire table rase donc de ce que nous avons dit, de tout ce qui constitue la richesse de l'oralité. Donc, le deuxième élément que je vais aborder maintenant, c'est par rapport à... eh, nous sommes dans un contexte de l'oralité. Et la littérature, quand la littérature veut se déployer dans ce contexte que nous venons de décrire, il y a des difficultés, il y a des freins. C'est un peu comme on est dans un marigot et puis on veut mettre quelque chose dedans qui repousse. Quels sont les éléments qui repoussent l'écrit dans un contexte de l'oralité? C'est ça que nous allons voir maintenant. La littérature écrite rencontre des freins dans un contexte de l'oralité et le premier, c'est le facteur socio-culturel. Lorsque quelqu'un écrit un livre, il parle, euh, il écrit, on le voit comme un étranger. Nous n'avons pas l'habitude d'écrire. Et quand quelqu'un se met à écrire, il produit, il écrit, donc il est étranger. Mais ce n'est pas seulement étranger, on dirait que l'écriture est réservée seulement à un groupe, parce que tout le monde ne peut pas écrire. C'est pour ça que c'est aux élites. L'écriture est réservée seulement aux étrangers et aux élites. Étrangers à la culture, ou bien étrangers au contexte, ou bien s'ils sont dedans, ce n'est pas tout le monde qui peut écrire. C'est un petit groupe. Et c'est pour ça que donc les gens ne sont pas prêts à pouvoir écrire ou à lire.
Et c'est pourquoi nous le mettons sous le facteur socio-culturel. C'est la culture qui fait comme ça. Le deuxième élément, c'est le facteur économique. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsqu'on a les livres, c'est un problème difficile au contexte de l'oralité de l'Afrique où le coût de livre est très cher. Ayant travaillé pendant 12 ans, donc au presse bibliothécaire, je sais, on a essayé de dire, mais ne produisons pas des gros livres. D'abord, les Africains n'aiment pas quand le livre est gros. Ça le repousse. Deuxièmement, c'est trop cher. Et quand c'est trop cher, ils ne peuvent pas acheter. Mais l'autre aspect qui empêche les gens de lire, c'est aussi les lieux où les livres sont stockés pour qu'on aille les lire. Les bibliothèques ne sont que dans les centres urbains. Dans les gros villages, vous ne trouverez pas de bibliothèque. Donc, les étudiants ne vont pas pour lire, pour apprendre. Ils n'ont pas cette opportunité d'avoir. Normalement, économiquement, c'est un facteur qui affecte la capacité de lecture, la capacité d'écrire. Et aussi, il a faible soutien au public. Les États ayant de problèmes pour d'abord satisfaire les besoins fondamentaux. Les budgets, c'est pour la santé, c'est pour payer les salaires. Il n'y a pas de budget pour la production, l'encouragement à écrire, à faire, parce que la priorité ne se trouve pas là. Il n'y a pas de soutien. Mais l'autre élément qu'on peut ajouter, c'est aussi le fait que l'école qui utilisent les livres n'utilisent pas les livres pour le goût de lecture. Si les élèves, les étudiants vont utiliser les livres, c'est pour avoir des notes, c'est pour passer. Et quand on va au livre, non pas pour le goût de lire, et puis c'est pour passer. Donc, il n'y a pas d'investissement personnel, individuel dans l'achat des livres parce qu'on veut passer un examen. Et c'est un peu comme ça, c'est les grands freins que nous avons soulevés. On peut revenir quand nous allons faire le débat. La littérature écrite rencontre des freins dans le contexte d'oralité. C'est ce que nous avons abordé rapidement. Facteur d'éducation. Le facteur d'éducation dit, mais quand nous allons à l'école, qu'est-ce qu'on nous apprend à faire? Même de la maison, on n'est pas habitué à lire. Et quand on va à l'école, c'est la rentrée bientôt. Les parents qui vont pour acheter les livres, c'est les fournitures scolaires et puis les livres au programme. Il n'y a pas d'autres livres qu'ils vont acheter. En dehors du coût, en dehors de ceci, ce n'est pas dans la mentalité que, ah, je vais acheter les livres pour mes enfants, mais est-ce qu'il y a d'autres livres qui ne sont pas au programme que je vais lui acheter pour lui permettre de découvrir l'univers, la variété? Ça n'existe pas. Donc, le système éducatif ne favorise pas du tout. L'apprentissage dans les langues étrangères est aussi un autre facteur. Il faut acheter les livres, il faut les lire en français. Il n'existe pas. Donc, des livres, assez de livres écrits dans nos langues. Et l'autre, c'est le manque d'infrastructures. Nous l'avons déjà abordé depuis la famille. C'est rare que vous rentrez dans une famille qui, il n'y a pas des gens qui ont fait des études, qui sont enseignants, qui sont professeurs, d'avoir une bibliothèque. Et cette bibliothèque, on a stocké les livres et les enfants peuvent lire, on peut les encourager à lire. Ça n'existe pas. Donc, il n'y a pas d'infrastructure dans les maisons. Pour lire tel livre, tu vas telle chose, l'enfant veut dire, ah, va prendre tel livre pour le lire. On ne dirait pas, on va lui raconter, on va lui donner la solution oralement, l'oralité. Donc, on ne crée pas des infrastructures, même à la maison, pour permettre à l'enfant de commencer par avoir le goût, de voir que le livre est important et peut le transformer. Ça n'existe pas. Maintenant, quand c'est tous ces éléments qu'on a, quelles sont les conséquences qu'on a? Je vais les aborder rapidement. Premièrement, faible appropriation de la lecture. Nous l'avons déjà dit accessoirement, on n'arrive pas à lire, on ne s'approprie pas la lecture. Quand vous voyez quelqu'un en train de lire, on se demande, mais est-ce qu'il n'est pas en train de préparer un examen? Est-ce qu'il n'est pas en train de préparer une conférence? Et bien, quand quelqu'un va pour donner la conférence, il va encore, donc, c'est seulement à cette occasion qu'il va chercher les livres. Et quand c'est fini, il les dépose. Sans être interpellé à donner un enseignement, il n'y a pas une manière naturelle de s'approprier la lecture. Deuxième conséquence,
il y a une fracture sociale et culturelle. Quand on regarde la société, on voit que seuls ceux qui sont partis à l'école continuent de lire, c'est eux qui ont le pouvoir, c'est eux qui peuvent trouver le travail facilement et le gap entre eux et la masse, il y a un fossé qui s'accroît. Parce que tu vas à l'école, tu peux trouver du travail, tu sais lire, tu peux trouver du travail. Ailleurs, on va te dire, est-ce que tu as le BPC, tu as tel grade, si tu n'as pas ça, tu ne peux pas. Et tous ceux qui n'arrivent pas donc à accéder à cela ne se donnent pas le plaisir ou le loisir de vouloir lire. Donc, ça, les conséquences, c'est qu'il y aura accroissement. Le dernier élément que nous avons, disons, ressassé, c'est le retard scientifique. Lorsqu'on ne se donne pas à l'écriture, on ne développe pas les aspects scientifiques. Ça ne veut pas dire que nous n'avons pas de la science africaine. Mais les écrits permettraient de réfléchir, de critiquer, de les faire évoluer, de trouver des approches, de les diffuser. Mais lorsqu'on n'écrit pas, la conséquence, c'est qu'on semble avoir de retard dans tout ce qui est approche scientifique, y compris nos propres sciences que nos parents nous ont laissées. Soit on ne les a pas développées assez, parce qu'on n'a pas écrit pour revoir et examiner, confronter avec d'autres. Le deuxième élément, c'est la fragilité de la mémoire. Nous sommes d'accord qu'aujourd'hui, on est submergé par beaucoup de choses, de telle manière que si nous n'écrivons pas, la mémoire n'arrive pas à se développer, ou bien quand on est âgé et que la mémoire n'est pas souvent stimulée par des lectures qui l'obligent à réfléchir, donc nous perdons un peu, et puis la mémoire collective donc, est complètement perdue. Voilà un peu ce que je dirais par rapport au problème que si nous n'allons pas à l'écriture, cela peut provoquer certains problèmes à notre niveau. Alors, nous abordons la troisième partie, stratégie de promotion. Plusieurs stratégies peuvent renforcer donc euh, ce que nous appelons ici la place de l'écrit dans un contexte oral. C'est bien que nous reprenons stratégie pour renforcer la place de l'écrit dans un contexte oral. Ce n'est pas parce que nous sommes dans un contexte oral que nous n'écrivons pas. Et si on veut écrire, alors quelles sont les stratégies que nous proposons? Valoriser l'oralité comme source de l'écrit. Cela signifie que on peut partir de l'oralité pour aller à l'écrit. Et quand j'arrive ici, je voudrais faire appel à la Bible pour tous les chrétiens. Dieu n'avait pas inspiré à écrire, hein. Dieu a inspiré à parler. Et les gens parlaient, les prophètes parlaient. Jésus même, quand il est venu, c'est pas un livre qu'il a lu. Il n'a pas écrit un livre. Donc l'inspiration aussi bien de l'Ancien Testament que du Nouveau Testament, c'est pas écrit, c'est à parler. Donc c'est à vivre. De telle manière que si nous avons la Bible, c'est que nous sommes encouragés à dire on peut partir de l'oralité pour arriver à l'écrit. Et c'est toujours comme ça. L'observation parle de ce qu'on a vu, sur quoi on a parlé, de quoi on a parlé. Et là, on peut s'asseoir et mettre par l'écrit. Donc, on va valoriser l'oralité, mais comme source de l'écriture. Si on veut faire comme ça, quelles sont les stratégies? Parce que là, ça, c'est la théorie. La stratégie consiste à dire, mais on peut faire la collecte des informations que nous avons. Et je pense que ça a été mon travail de thèse. J'ai choisi de ne pas faire de la recherche documentaire, mais de faire de la recherche empirique pour essayer de bâtir une approche, je dirais, africaine de faire de la recherche, d'aller collectionner les données. Et c'est pour ça que je parle de collecte. Et pour aller collecter les données chez les peuples verbomoteurs, on ne peut pas utiliser les approches. Si vous prenez les questionnaires, vous allez chez un peuple qui ne comprend pas le français, qui ne fait pas ceci, comment est-ce que vous allez faire administrer un questionnaire? Non. Mais quand vous allez, puis vous lisez, il ne comprend pas. C'est pourquoi on a dit, il faut aller. Il y a des approches qu'on a développées pour aller collecter les informations chez le peuple verbomoteur. Et nos recherches doivent être des recherches ethnologiques pour le moment. Lorsqu'on a collectionné,
il faut transcrire. Et nous avons fait cela dans notre travail. J'ai collectionné des panégyriques que j'ai transcrits. Parce qu'il y a une technique de transcrire. Il faut transcrire et le rendre accessible en français. Et même de là, de pouvoir faire une analyse de ce qu'on a transcrit. Parce que c'est aussi un mode de pensée que fait. Donc, on peut collectionner. Pour le moment, on peut faire le conte, on peut faire les proverbes auprès des anciens qui sont en train de partir. Aujourd'hui, si vous allez dans mon village, dans ma propre maison, j'ai appris qu'il n'y a presque plus de vieux là maintenant. Et si nous ne pouvons pas racheter le temps, il y a beaucoup de choses qui se perdent. Ça, c'est la collecte. Et le second élément, si nous collectionnons pour ne pas faire disparaître complètement aussi ce que nous avons collectionné, on peut mettre en place des éditions bilingues. Je pense qu'on le fait pour la Bible. Quand vous prenez l'hébreu, ça ne se passe pas chez nous. J'enseigne l'hébreu, mais il y a des Bibles qui sont interlinéaires. C'est-à-dire le texte, c'est écrit en hébreu, et sous chaque ligne, on met le français ou l'anglais. Donc, nous pouvons aussi adopter des approches d'édition bilingue. Cette bilingue, ça peut être de la langue africaine à la langue en français. Et ça peut faire aussi l'interlinéarité de nos éditions. Et c'est comme ça qu'on peut le faire. Et je vais vous montrer tout à l'heure comment on a eu ça quand même dans le passé. Et pour aller faire de la collecte, faire de la production bilingue, on a besoin de former, d'accompagner donc les auteurs. Il nous faut passer par des formations et nous avons besoin d'un accompagnement parce que c'est l'heure est venue où nous voulons étudier l'Afrique par les Africains et faire connaître l'Afrique à nous-mêmes, mais aussi aux autres, au lieu de toujours aller chercher dans ce qui est écrit sur nous. Et pour ça, on a besoin donc de la formation et de l'accompagnement. Pour ça, qu'est-ce qu'il faut? Des ateliers d'écriture. Si nous voulons aller plus loin, la proposition que nous faites ici, c'est qu'on pourrait, dans nos écoles, alors mettre en place des ateliers d'écriture dans les écoles, dans les universités, dans les associations culturelles. Dire, mais écoute, il faut écrire ce que vous faites. Il y a des gens qui n'arrivent pas à écrire, mais vous leur demandez de parler et on enregistre et quelqu'un va transcrire. Donc, vous voyez, ça revient encore à cette équipe de comment il faut former les gens à pouvoir recueillir l'information, à transcrire l'information et à rendre cela disponible dans les différentes langues. On peut le faire dans les écoles, on peut le faire dans ceci. Il y a beaucoup de génies de petits qui peuvent le faire, qui veulent le faire, et puis il faut leur offrir. Donc, des ateliers, et ça nécessite qu'il a une formation d'une équipe, quelqu'un qui a la vision et qui veille bien le faire. Donc, encadrer maintenant éditorial pour transformer les écrits oraux en livres. Donc, nous sommes en train de faire une proposition des écrits oraux en livre. Il faut toujours nous rappeler la Bible a eu ce processus. Dieu n'a pas inspiré à écrire, il a inspiré à parler. On a mis par écrit après. Donc, nous pouvons aussi faire la même chose de nos réalités. Et enfin, de faire la coédition locale. Parce que si les gens veulent lire quelque chose, il faut qu'ils se sentent membres, partie prenante de la chose. C'est un peu ce que nous voulons donc définir en vous parlant de cette réalité. Plusieurs stratégies peuvent renforcer donc la place de l'écrit dans un contexte de l'oralité, créer des espaces de lecture. Bon, et là, club de lecture communautaire. J'ai dit ça et puis vous allez revenir parce que je dois déjà le temps presse. On peut créer aussi des festivals de livres et de paroles vivantes. Donc, club de lecture communautaire, festival de livres et de la parole vivante, et puis soirée de lecture autour du feu. C'est un peu comme on le fait dans la tradition. Moi, j'étais à Paris et puis il y avait un homme qui développait cette approche-là. Sa maison est remplie. On appelle la maison de conte. Et je vois que ce n'est pas seulement les Africains qui aiment ça, hein, mais d'autres. Et les gens vont et puis il a créé le système, ils sont assis. On a pensé aussi ça au niveau de l'île Afrique. Nous aurons peut-être une fois par mois ce qu'on va appeler soirée donc d'écoute et de conte. Mobiliser le numérique. On ne peut pas aujourd'hui faire tous ces travaux en laissant de côté le numérique.
livres électroniques à faible coût, plateforme de lecture en ligne en langue africaine, on peut le faire. Bepa est en train de penser dans ce top d'idées parce que Bepa est un moyen, est un modèle d'aller vers ce que nous sommes en train de proposer. Et bibliothèque numérique communale. Donc, des exemples concrets, nous allons parler de Amadou Hampâté Bâ, vous le connaissez. Sauvegarde et publication des contes et des proverbes africains. Donc, on a presque tout sur les peuples. Amadou est Peul, et grâce à ce que nous venons de dire, il a fait ça dans le passé. Et il y a beaucoup des contes d'Amadou. Vous allez entendre aussi tous ces thèmes, c'est lié à sa culture. Et surtout, le plus important que nous, on utilise à l'île Afrique, c'est Kaïdara, qui est vraiment un conte qu'il a pris, mais, et qu'il a mis ça en livre. Et on a mis ça aussi en audio et qui fait objet de recherche. Il y a Scholastique Mukaso, Mukasonga, qui a préparé, qui a fait, elle est rwandaise, et elle a préparé, fait mémoire et histoire, transposition dans les récits littéraires. Il y a des choses, si on veut, on va aller l'écouter et on peut créer les clubs de lecture au Cameroun et au Bénin. Il en existe, espace populaire de rencontres autour du livre. Donc, si vous voulez, l'oralité, à la conclusion, pour que vous puissiez poser les questions, parce que le temps est déjà parti, l'oralité est une richesse fondamentale, mais fragile sans l'appui de l'écrit. L'écrit permet de fixer la mémoire, de transmettre à long terme et de dialoguer avec le monde. Promouvoir la littérature africaine exige des stratégies enracinées dans les réalités locales. Donc, il faut les connaître pour pouvoir les faire connaître. Et c'est ça l'existence de l'île Afrique. L'avenir se joue donc dans la complémentarité entre paroles vivantes et mémoire écrite. Et c'est ce que je vous dis. Et je termine par cette phrase. C'est ce que je vous laisse comme réflexion. Chaque fois qu'une histoire orale devient livre, c'est un morceau d'Afrique qui refuse de disparaître. Je vous invite à ça. Chaque fois qu'une histoire orale devient livre, c'est un morceau d'Afrique qui refuse de disparaître. Je vous remercie. Je vous remercie beaucoup, Dr. Aoga, pour cet exposé entre le lien de l'oralité et la littérature. Euh, Elle était très riche. J'imagine qu'il y a beaucoup de questions de la part des participants. Et j'ai déjà quelques questions. Donc, j'invite ceux qui sont présents en bas de votre écran, vous avez euh, un endroit Q&A où là où vous pouvez poser vos questions directement. Et puis, si vous voulez juste faire un commentaire général, il y a aussi le chat. Donc, vous avez deux endroits pour mettre des questions. Je vais commencer déjà avec une question. Donc, puisqu'on est dans le monde de la littérature chrétienne et le monde de l'édition chrétienne, Dr. Aoga, est-ce que vous connaissez des ouvrages qui utilisent, qui valorisent euh, l'oralité, qui valorisent les récits, les proverbes ou autres? Est-ce que vous connaissez déjà des choses comme ça? Oui, la première, est-ce que tu peux me montrer, ben, par là-bas, s'il te plaît, pour que tout le monde voit? Ouais. Voilà, ça c'est le premier ouvrage qui valorise tout ce que nous venons de dire. Parce que la Bible d'études classiques africaine a utilisé l'approche, le contenu de l'oralité. Parce que le peuple d'oralité a une pensée imageante. Et la Bible d'études classiques africaine a utilisé tous ces éléments pour concevoir l'approche d'étudier la Bible à partir des perspectives africaines qui sont symboliques. Et je pense que ça, c'est un élément. Pour ceux qui veulent, pour ceux qui peuvent voir la réalité de tout ce que nous venons de dire, Bepa est un bon modèle qui permet donc de visualiser ce que je viens de vous dire. Ouais. Et il faut encourager les auteurs à continuer dans cette approche. Quelques questions qui viennent des participants. Donc, on a parlé de l'aspect communautaire de l'oralité africaine. Euh, il y a une question. euh, Y a-t-il une similitude entre l'oralité africaine et l'oralité de Jésus-Christ?
OK. Est-ce que je prends le tout ou bien on prend deux ou trois? Qu'est-ce que tu proposes d'abord? Je propose de te donner trois questions OK. auxquelles tu peux répondre et puis D'accord. on Oui, va oui. continuer par la suite. Mhm. Mhm. Première question, donc, est-ce qu'il y a une similitude entre l'oralité africaine et l'oralité de Jésus-Christ? Deuxième Oui. question, quel est le lien que le docteur Aouga établit entre écriture et transformation communautaire quand on sait que les Africains, de manière générale, n'aiment pas la lecture? Quel est le lien euh, établi entre l'écriture et la transformation communautaire Mhm. quand on sait que les Africains, de manière générale, n'aiment pas la lecture? Deuxième question. Mhm. Et puis, euh, on va commencer avec ça. On Oui. traitera cette question après. D'accord. La première question, c'est l'oralité africaine et l'oralité de Jésus-Christ. Je répondrai en disant que c'est il y a une continuité, sinon on peut voir une similitude. Vous devez comprendre que l'oralité de l'Africain ici, c'est nous parlons avec tout ce que nous venons de dire. Et notre contexte est lié un peu, ou bien c'est le contexte de background même de Jésus. Les Juifs se sont développés en Afrique. C'est pourquoi il y a une grande similitude entre l'Ancien et le Nouveau. Et quand on voit Jésus en tant que Juif, on peut dire qu'il y a une similitude frappante parce qu'il vivait en communauté. Les tribus, tout ça là, donc c'est l'oralité, c'est pas l'oralité qui fonctionne. C'est vrai qu'ils sont dans une occupation, ils sont colonisés, mais cela n'exclut pas qu'ils développent. Et aujourd'hui, on peut faire une similitude entre nous et puis Jésus. Jésus, culture juive, mais sous oppression gréco-latine, on peut voir les Africains, oui, on parle de l'oralité, mais sous pression coloniale française ou anglaise, tout ça. Donc, il y a vraiment une similitude frappante. Et c'est ça qui nous montre que, oui, nous pouvons aussi, comme Jésus a vécu et qu'on a transcrit ce qu'il a fait, nous pouvons aussi transcrire ce que nous sommes en train de faire. Et donc, j'espère que j'ai essayé de répondre à cette comparaison. Oui. Et c'est ce que Marcel Jousse a tenté de faire. Marcel Jousse est parti loin pour dire que, au fait, Jésus n'a fait que des récitations. Au temps de Jésus, c'est les récitations. L'Ancien Testament est récité comme le griot parlait, il écoutait, il transmettait. C'était comme ça que l'Ancien Testament circulait. Et ceux qui sont professeurs de l'Ancien Testament n'a été finalement écrit, totalisé qu'au temps de Jésus. Donc, au temps de Jésus, il n'y avait pas de livre encore, comme nous, dans l'Ancien Testament au complet. Donc, c'est l'utilisation de l'oralité telle que nous venons de voir, système de scribes, des pharisiens, mais ça se racontait, ça se comptait. Et ce qui permet de comprendre ça, c'est l'utilisation des paraboles. Les paraboles qui sont utilisées, et c'est les paraboles que nous retenons le plus de Nouveau Testament. Jésus est très imprégné de ça. Il utilise les symboles pour pouvoir parler et on retient mieux. Deuxième préoccupation, lien entre l'écriture et la transformation communautaire. Au fait, c'est une question très profonde parce que lorsqu'on parle de l'écriture, on a tendance à croire que on peut lire quelque chose sans être transformé. On peut lire et on peut écrire sans transformer. Donc, est-ce qu'on va dire que c'est la lecture qui transforme? Je dirais oui et non. Oui, en ce sens que si on a des vecteurs qui captent ce qu'on a lu et qui, par la foi, veut vivre ça. Parce que comprendre sans expérimentation, il ne peut pas avoir transformation. Et c'est pourquoi je dis oui, écrit, mais
on peut écrire sans faire. Et le lien que je suis en train de faire, c'est de dire, nous devons amener Jésus dans notre culture, pas un christianisme qui est porté par la littérature. Et là, la foi peut être cognitive. On a ça pour expliquer, on a des théologiens qui expliquent tout, mais ils ne croient pas. Ça veut dire qu'il faut, et notre culture est bien placée. La culture de l'oralité, on va montrer. Parce que les caractéristiques de l'oralité, c'est vraiment le rythme, c'est les images et c'est les normes. Et quand on met ces trois éléments ensemble, la Bible est portée par ça. Et on pourrait dire que c'est quand on va mettre le message de Dieu dans notre culture que ça va produire. Parce que notre culture, on n'enseigne pas nos croyances, mais elles se transmettent. Parce que l'oralité met l'accent sur le vécu. C'est le vécu qui est fondamental. Et je peux expliquer, je vais vous donner quelque chose pour que vous compreniez. Il y a un proverbe ici que je vais utiliser lorsqu'on dit, par exemple, le proverbe dit, la limite du cheval rapide est au fleuve. La limite du cheval rapide est au fleuve. Voilà une manière de dire, mais qu'est-ce qu'on veut dire? Vous voyez, ça c'est, quand on est en train de parler, on a suggéré des images. Et les images commencent par vous faire réfléchir, mais la limite du cheval rapide est au fleuve. C'est-à-dire que c'est sur la terre ferme qu'il est rapide. Quand il arrive au fleuve, il ne peut plus. Même quand il est là, il n'a plus le sol, donc la rapidité va diminuer. Quand nous sommes en littérature, oh, on va essayer de faire des interprétations pour faire. Mais ça, là, dans l'image, en Afrique, lorsqu'on parle de proverbe qui vous amène à réfléchir, c'est quand est-ce qu'on peut utiliser, par exemple, ce proverbe-là? Supposons un puisatier, quelqu'un qui creuse le puits pour avoir de l'eau. Il est monté dedans, il a tout ça là. Et puis, un jour, il sort avec tous ses instruments et il dit au propriétaire, hey, la limite du cheval est au fleuve. Ça veut dire que il est tombé sur des rochers, il ne peut pas continuer, il ne peut pas trouver. Donc, ce proverbe, au fait, on appelle ça le directeur premier lorsqu'on voit le cheval et qui s'arrête. Ici, c'est le vécu qui rend, qui donne le sens du proverbe. C'est pourquoi l'oralité, c'est le vécu qui l'active, qui le développe et qui permet de bien réfléchir à ce que le proverbe dit. Il dit, mais écoute, je ne peux plus continuer, je suis tombé sur le jour là, j'arrête tout ça là. Mais s'il n'y a pas ce vécu, ce proverbe n'aura pas de tout le sens. Le sens second, on ne peut pas voir ça dans la réalité. Donc, c'est le vécu qui rend la Merci, réalité du sens et on peut l'appliquer. merci pour cette explication. J'ai une question qui est d'un participant qui enchaîne très bien avec ce que vous venez de dire. Mm. Euh, L'oralité, donc la question est, l'oralité dans le contexte africain, l'usage des images et métaphores, est-ce qu'il y a Mm. des limites? Quelles limites Mm. à ça? Mais lorsque vous dites image et métaphore, qu'est-ce qu'on veut développer? Je ne sais pas si je dois aller directement, bien on prend deux encore. Ou bien Euh, je vais. j'ai une question donc une question de plus, Oui. donc qui vient d'arriver, qui concerne plutôt une question pratique, la couverture en réseau, donc dans les différents pays en Afrique. Est-ce que c'est un obstacle, cet obstacle d'accès au numérique? Est-ce qu'on doit voir ça comme une fatalité ou être résigné à cela? Je n'ai pas bien écouté cette deuxième question. Couverture en réseau, obstacle d'accès au numérique ou fatalité de résignation? C'est la question qui est posée. Oui. Donc, après, quand je vais pouvoir expliquer, tu vas revenir encore dessus. Parce que par Ok. rapport à l'oralité, donc, je peux dire, l'utilisation des images et la métaphore, est-ce qu'il doit avoir des limites? Je ne sais pas ce qu'il dit, les limites. Est-ce que c'est les limites, c'est l'usage des images et des métaphores? Euh, Parce que les métaphores, c'est quoi? Ça, c'est le sens second.
Quand on parle de métaphore, c'est le centre fourgon de l'image. Et lorsqu'on est en train d'examiner la pensée imageante, on dit qu'il y a le dénoteur premier. C'est-à-dire, lorsque vous écoutez un conte, on dit le lièvre et l'éléphant. Bon, on les met ensemble. Ça, c'est la première pensée. Mais quel est ce qu'on envisage derrière? Qu'est-ce qui est derrière? Au fait, le lièvre et l'éléphant, dans une histoire, c'est un genre de métaphore. On dit, mais on les voit faire, mais quelle est derrière? Et souvent, c'est la communauté qui a proposé ou qui donne la réponse en disant, ou soit ces animaux qui sont mis ensemble ont déjà une compréhension communautaire. Cette communauté, on dit le lièvre, il est rusé. L'éléphant est fort mais bête. Donc, ici, on met ensemble un rusé et le fort. Qui aura la victoire? Est-ce que c'est la réussite est au fort ou bien c'est au rusé? Et maintenant, quand on parlait de métaphore, en fait, il faut donner la définition parce que souvent, on utilise les termes pour dire métaphore, c'est le dénoteur premier. Si on est dans l'analyse de l'oralité, c'est la pensée, de la pensée imaginante, c'est l'éléphant et le lièvre qui est rusé et puis l'éléphant qui est fort et bête. Alors, c'est ça le principe de métaphore. Quand on quitte là, on va chercher le sens dans la réalité. Alors là, c'est on a quitté le métaphore pour le sens, qui est le dénoteur second. C'est le sens qu'on va prendre pour expliquer. Et j'ai dit tout à l'heure que c'est les réalités dans les contes, par exemple, les réalités qui donnent le sens. Il n'y a pas un sens déjà tout fait qui peut dire. Je vais expliquer. Il y a un proverbe qui dit, on regarde le chemin avant de mettre son pied. C'est un proverbe. On regarde le chemin avant de mettre son pied. Ce proverbe-là, comment on peut l'utiliser? Supposez un jeune homme à qui on a proposé du travail avec beaucoup de salaire, mais qui n'est pas compétent. Et il dit ça à son ami, l'ami qui le connaît et qui voit que s'il prend ce travail, ça ne veut pas, il ne va pas réussir, il va lui dire, on regarde au chemin avant de mettre son pied. Et ça, là, ça, c'est, vous voyez que c'est la situation. La personne qui dit ça, là, c'est un conseil, il lui donne le conseil. Avant que tu ne prennes ce travail-là, il faut regarder, il ne faut pas prendre et puis après tu ne le feras pas. Mais le même proverbe, on peut l'utiliser. Supposons quelqu'un qui lui a confié le travail. Il n'a pas réussi. À la fin, il dit, on regarde le chemin avant de mettre son pied. Tu n'as pas regardé, quand il t'a confié, tu as échoué. Lui-même, il peut aussi utiliser le même proverbe. À supposer quand on lui a proposé, et il ne sait pas s'il doit prendre, il peut utiliser le chemin là, mais c'est pour dire, je doute encore. Est-ce que je dois prendre ou pas? C'est ça la richesse, le moment de métaphore dont on parle dans notre culture, qui permet de dire, si on doit parler de l'herméneutique même, c'est les Africains qui sont bien outillés pour proposer une herméneutique réaliste, contextuelle et surtout pragmatique. C'est comme ça que je peux expliquer pour montrer quand on parle de métaphore les Merci. images, tout ce qu'on dit, les situations donnent le sens. Et là, si on veut aller en théologie, je vais peut-être parler de Stanley Fish. Bon, je veux parce que je ne veux pas aborder. C'est les lecteurs qui font, qui réécrivent le texte. Et quand on fait comme ça, on va voir que c'est toute une autre pensée qu'on devait faire. Et c'est ce que nous devons faire pour nous approprier la parole. La seconde question, et où on parle de couverture de réseau. Il est en train de parler de la couverture des réseaux, n'est-ce pas? Si, parce que comme tu as écrit et comme tu es en train de le lire, tu me répètes pour que je capte bien sa pensée et voir ce qu'il peut faire. Moi-même, je ne suis pas sûr d'avoir pensé, capté la pensée. Mais je Hum. vois qu'il y a quatre questions de plus qui sont venues, donc je peux communiquer ces quatre questions. OK, d'accord. Mhm, Euh, alors, première question. J'ai évolué au sein de l'aumônerie protestante université de Yaoundé au Cameroun, dans un mhm, milieu où la lecture et l'écriture sont tellement valorisées
Quel Mhm. message pouvez-vous donner aujourd'hui à une telle communauté? Mhm. Deuxième Lecture question. et écriture très valorisée. C'est ça, hein? Oui, 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 c'est ça. Donc, dans un milieu où la lecture et l'écriture sont tellement valorisées, quel Mhm. message pouvez-vous donner aujourd'hui à une telle communauté? Mhm. Deuxième question. Pensez-vous utile de promouvoir des études bibliques orales, c'est-à-dire sans Bible ouverte, au sein des familles, des églises et des missions francophones en Afrique? Pensez-vous utile de promouvoir des études bibliques orales, c'est-à-dire sans Bible ouverte, au sein des familles, des églises et des missions francophones en Afrique? Mhm. Troisième question. J'aimerais savoir s'il y a d'autres stratégies encore face à cette génération africaine qui abandonne sa culture en faveur de la culture occidentale. Qu'est-ce qu'il pourrait déléguer à la génération future? D'autres stratégies face à cette nouvelle génération qui abandonne sa culture en faveur de la culture occidentale. Qu'est-ce qu'il faut déléguer à cette future génération? Et quatrième et dernière question qu'on va citer, quels sont les principaux obstacles à la promotion de la littérature écrite dans les sociétés africaines fortement marquées par l'oralité? Et vous avez déjà abordé un petit peu cette question, mais quels sont les principaux obstacles à la promotion de la littérature écrite dans les sociétés africaines fortement marquées par l'oralité? Je remercie beaucoup les participants. Je vois que vous êtes toujours nombreux là avec nous à écouter. Donc, on va continuer la discussion avec la réponse à ces quatre questions qui viennent d'être posées. Mhm. Oui, en fait, la première question, je pense que, de mon point de vue, il faut se demander la valorisation de l'écriture, de la lecture. Qu'est-ce que ça apporte par rapport au vécu quotidien? Comment est-ce que l'évangile est vécu? Ouais. Parce que c'est possible que les gens, ils sont formalistes. On lit beaucoup et puis on va beaucoup regarder. Si la phrase est bien formulée, si les pensées sont bien dites, on peut évaluer facilement quand on est en train de prêcher, quand on veut faire ceci. Et je dis, est-ce que cette église n'est pas une église que je peux qualifier de cognitive excessive? C'est-à-dire que on a de valeur que quand c'est bien dit, c'est bien argumenté. Et quand on quitte cette situation de bien dit, bien argumenté, quel est le vécu que l'on voit? S'il y a un problème par rapport au vivre de l'évangile, et je pense ce qu'il faut commencer par faire, euh, je dis la pratique, l'une des pratiques, c'est de faire des messages mimés. On a expérimenté ça quelque part et ça a marché. Quand les gens viennent, ils veulent écouter les arguments. Pour les amener progressivement à l'oralité, il faut, vous venez, vous mettez le message, tout ça en mime. Vous allez voir comment ça peut réagir. On a fait ça ailleurs, ça beaucoup. Ah, ils étaient habitués au pasteur qui va venir avec son argumentaire et tout ça là. Mais il vient et puis, même le texte, quand on est en train de dire, on mime. Parce que quoi qu'on dise, lorsque l'on voit un mouvement, lorsqu'on voit l'être humain se déployer devant nous, et quand on l'écoute, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe en nous. Les images nous influencent. La pensée imageante a des effets sur nous plus que les concepts abstraits. Et j'ai toujours dit, s'il y a des passages que les gens peuvent se retenir du Nouveau Testament, c'est les éléments, les paraboles. Donc, il faut apprendre à mettre la Bible sous forme ou les messages sous forme, je dirais, mime ou proposer ça. Bon, c'est ce que je peux dire.
Si on constate que l'Église a quand même un problème par rapport au vécu, est-ce que les valeurs chrétiennes sont vécues, l'amour, l'humilité, la compréhension, tout ça là, est-ce que le péché est prêché et comment on voit tout ça là? Si c'est pas ça, il faut aller un peu à l'oralité. L'oralité, c'est de commencer par faire. Deuxième, étude biblique orale sans la Bible, en famille, à l'église et ceci. Je dis oui, et nous l'avons expérimenté à la maison. Lorsque l'enfant est petit, au fait, si vous lisez la Bible, il ne comprend pas. Les enfants ne comprennent pas les images. Mais les enfants sont très friands des histoires qu'on raconte. Donc, pour aller raconter une histoire à l'enfant, même quand c'est biblique, ce n'est pas la peine d'amener la Bible. Lorsqu'il est encore à l'âge de pré-raison, bien de la raison, 7 ans, tout ça là, et il peut comprendre, il faut lui raconter des histoires. Nous l'avons expérimenté à la maison avec notre dernière fille. Tous les soirs, je lui racontais l'histoire biblique et l'histoire africaine. Et je pense que quand elle a grandi, si un livre d'histoire rentre dans la maison, même quand c'est 100 pages, elle va vous lire ça. Donc, oui, on peut commencer vraiment par, alors, expliquer la Bible sans la Bible à la main, pour ne pas faire une fétichisation de la Bible elle-même. Par rapport aux jeunes aussi. Et je pense que si vous voulez, les enfants, les jeunes apprennent beaucoup par les jeux. Et pour, par exemple, amener un jeune homme à découvrir, à faire des choses, on peut beaucoup développer des jeux. Je dis ça parce que là, je peux vous montrer quelque chose, parce que ma femme et moi, nous travaillons avec les couples, nous les enseignons, et nous avons développé, le dernier séminaire que nous avons fait, c'est sur l'éducation des enfants. Et regardez, ce livre-là, c'est ma grille de mots croisés. Ce n'est pas la Bible qu'on a ici. Mais quand vous ouvrez, il y a la grille à remplir. Et quand on veut remplir, on a par exemple les fruits de l'esprit. Et le premier, la lettre, c'est joie et paix. Donc, il y a les versets qu'on donne, mais il a rempli ceci. En remplissant, il apprend normalement les éléments de la Bible, sans que ça soit directement sur la Bible. Et je pense que c'est très important de dire, oui, j'allais jusqu'à dire que très souvent, et la bonne prédication, c'est le message que vous avez vécu vous-même. Et lorsque vous communiquez ce que vous avez vécu, ça a plus d'impact plus que ceux qui le font. Moi, je dis, il ne faut pas aller copier les gens qui ne touchent pas de toi la Bible quand ils sont en train de prêcher, hein. Aujourd'hui, il ne faut pas moraliser. Il ne faut pas moraliser. Mais on peut faire étude biblique avec les jeunes en partant normalement des textes ou ce qu'on a appelé à l'IFES que nous avons développé, interagir avec les Écritures. C'est moi, je ne prêche plus moi seul. C'est un exemple que je donne. Avant que je ne prêche, il y a un groupe de jeunes qui vont mimer le texte sur lequel je vais prêcher. Ça veut dire que quand les jeunes là travaillent sur comment il faut mimer le texte, eux-mêmes préparent le message avec moi. Et quand ils montent sur l'extrade, et quand on est en train de lire, et puis tout le monde nous regarde, les gens captent, ils font ce qu'on appelle association de la personne incarnée par rapport au message. Et comme notre pensée est imageante, c'est facile aux gens de capter. Donc, je dis, on peut faire étude biblique à partir sans dire, bon, voici la Bible obligatoirement. Mais on ne doit pas que faire ça. Sinon, les gens vont penser que la Bible n'est pas nécessaire. Il faut apprendre à ouvrir la Bible. Mais on peut aussi photocopier les textes. On peut prendre les textes. Quand nous, on a commencé l'évangélisation en Tunisie, le deuxième pays a commencé là-bas, où c'est interdit de la Bible. Tous les étudiants, ils photocopient la Bible. Et puis, quand ils vont à la place pour faire l'étude biblique, c'est ces textes-là, photocopiés, qu'ils étudient. Et quand la surveillance vient, ils prennent leur devoir comme s'ils sont en train de faire un devoir en commun. Et quand ça passe, ils prennent ça. Ça, c'est les cas exceptionnels. Mais je pense que on peut faire la Bible et l'étude biblique orale. Et là,
il faut bien travailler parce qu'il faut trouver les images, il faut trouver les illustrations pour le faire. Quand on vient aux adultes, donc c'est ce que je peux dire. Stratégie, et troisième question, qui fasse euh, cette génération qui abandonne sa culture. Je pense que celui qui a posé la question est très réaliste, il est observateur. Et je voulais vous dire que il y a un grand courant maintenant qui emporte tous nos jeunes. C'est tout le courant kémite, la valorisation de notre culture, et le font en critisant toutes les religions importées, en disant que c'est la religion des Blancs. Or, c'est étranger. Et une fois encore, je peux vous dire, ben pas la Bible d'études précises africaines, des travaux, des recherches ont été faits pour montrer l'origine africaine du christianisme. Il y a beaucoup d'informations qu'ils ne connaissent pas. Donc, j'aimerais vous dire d'introduire dans votre église, dans votre groupe de jeunes, ben pas. Et il y a des textes que vous allez lire pour leur permettre de comprendre parce que quand vous voyez l'histoire de l'Église, si on vous dit que les doctrines ont été élaborées en Afrique, si on vous dit que les trois premiers papes étaient des Noirs africains, vous ne pouvez pas croire qu'au XIIIe siècle, il y a des royaumes entiers qui sont vraiment chrétiens, où le roi imposait son royaume, et qu'il y a des églises qui ont été construites en Afrique, quatre niveaux dans le roc, vous n'allez pas comprendre. Donc, les jeunes sont à la recherche aussi de nouveautés. Et la Bible d'études précises africaines permet aux jeunes de découvrir l'Afrique dans la Bible, dans l'histoire de la Bible, dans les réalités de la Bible. Il y a quelqu'un qui m'a appelé. Donc, c'est ce que je peux dire. Mais en même temps, je pense qu'il faut organiser. Nous, on est en train de faire ça pour aider les jeunes à dire. Première des choses, on a beaucoup de conférences que nous donnons maintenant pour permettre aux jeunes d'être conscients, de répondre à ces préoccupations. Et on a créé Lire Afrique. C'est laboratoire interdisciplinaire des réalités endogènes. Et tous ceux qui sont là, on les amène à apprendre à connaître leur propre culture. Les gens se regroupent par groupe linguistique. Ils peuvent écrire, ils peuvent parler leur culture et ils font des travaux de recherche sur leur culture pour essayer de vraiment comprendre. Donc, si vous avez des jeunes qui sont curieux pour ça, il faut le faire. Mais c'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons créé ce laboratoire pour répondre à cette préoccupation. Sinon, on risque de perdre beaucoup de nos jeunes. Dernière question, principaux obstacles donc, à quoi? À la promotion. À la promotion de la littérature écrite dans les sociétés africaines fortement marquées par l'oralité. Oui, mais au fait, euh, nous avons dit les principaux obstacles, on a essayé de montrer les obstacles interne, lorsque nous avons dit que la- l'écriture est considérée comme une chose étrangère, c'est une minorité qui utilise. Donc, je pense que les principaux obstacles, c'est d'abord notre système éducatif. Notre système éducatif constitue le premier obstacle parce que quand quelqu'un va, normalement à l'école, il, il est soumis, il perd d'abord ses repères traditionnels, et puis il se projette dans ce qu'on va appeler l'Occident. Donc, le premier élément, ça c'est nous qui, ayant été à l'école, ne valorisons pas nos propres cultures. Si nous ne commençons pas à valoriser notre propre culture, l'obstacle va diminuer. L'obstacle de, oh, lire, ce n'est pas une chose d'important. Écrire, ce n'est pas une chose d'important. Et ça peut diminuer. Si nous faisons des recherches et nous valorisons nos propres croyances, nous allons pouvoir les écrire parce qu'on ne peut pas les faire sans ne pas écrire. Donc, nous avons proposé
que pour régler le problème, les principaux obstacles, c'est l'ignorance de notre propre culture. Si nous croyons qu'elle est riche, qu'elle est importante et qu'elle est fondamentale à toute compréhension, à toute connaissance de l'Occident, cet obstacle d'écriture va partir parce que nous allons vouloir, pour nous, par nous et pour nous. Mais s'il n'y a pas cette vision, j'ai montré que les gens, quand ils veulent acheter les livres, c'est seulement les livres qu'on va utiliser pour passer les examens. Il n'y a pas de livre de culture, il n'y a pas de livre de ceci. Donc, il n'a pas le goût de lecture. Et c'est tout l'objectif de la rencontre. Je ne sais pas si vous avez suivi toute la rencontre que nous avons faite. Si vous avez suivi, nous avons abordé cette question en montrant la richesse, en montrant les limites. Et dans les limites, vous pouvez déjà trouver la réponse aux obstacles fondamentaux que nous avons dit. Donc, je suis obligé de reprendre tout ce que j'avais dit par rapport à votre question. Ok. J'ai deux questions qui sont liées. Je vois que le temps passe, mais les participants sont toujours là. Euh, j'ai deux questions qui sont liées. Mm. Et puis une question pratique. Et puis on va terminer notre séance après la réponse de ces trois questions. Euh, et la première des deux questions liées à une introduction un peu longue, donc il faut bien écouter. On va Mhm. arriver à la question. Et donc, c'est quelqu'un de la CIL au Mali qui pose la question. Dans l'oralité, le locuteur griot a une certaine marge de manœuvre dans l'émission de l'information, marge par rapport au choix des mots, de la syntaxe, etc. Il y a aussi les émotions, les expressions faciles qui sont un atout. Il peut citer un des adages, proverbes, maximes, sans forcément citer l'ethnie d'où provient des dictons. Mais dans l'écrit, l'auteur est soumis à une certaine contrainte théorique et méthodologique. Il doit citer les auteurs qui citent. Et donc, ma question est la suivante. L'oralité préserve la naturalité et la saveur émotive et la spontanéité de l'information, mais de l'autre côté, elle peut poser le défi de l'intégrité, de la rigueur scientifique et de l'originalité. Comment pouvons-nous garder le juste milieu entre l'oralité et l'écriture? Mhm. C'est Ça a une été très bonne capté? question. Oui. C'est une très bonne question. Et celui qui a posé, il sait de quoi il parle. Il il sait de quoi il parle. Et je ne sais pas, c'est mieux que tu répètes pour y répondre à ça avant qu'on aille aux deux autres. Parce que euh, la première chose que je dirais, le savoir africain est communautaire. C'est ça, tout ce qu'il a dit. Le savoir africain est communautaire. Parce que l'oralité est communautaire et l'identité est plus communautaire qu'individualité. Ces deux éléments montrent que le savoir n'appartient pas à un individu et ça appartient à la communauté. Et ça permet de ne pas développer ce que l'Occident a développé. Tu m'excuses de grec, je sais que tu es africain aussi. C'est que là où la science s'est développée, quand on a quitté la cosmogonie à la cosmologie, il y a l'individualité, il y a la compétition et il y a la dominance. Et quand ces éléments sont là, la science qui au début était pour régler le problème du mal, trouver la solution au mal physique, aujourd'hui, la science a perdu sa conscience, comme Rabelais l'a dit, par rapport à l'individualisation du savoir, à la compétition du savoir, à la domination du savoir. Et aujourd'hui, nous nous trouvons en face de la science qui, au lieu d'aider à régler et à donner la paix, la science est à l'origine du grand mal. Quelqu'un appuie sur une bombe et on va partir en flambeau. Et ça, il faut avoir l'esprit assez critique pour ne pas vouloir donner une valeur importante à l'approche scientifique d'individualisation, de la compétition et de la domination. Au contraire,
l'Afrique n'a pas les approches d'individualité, de compétition. Ceci, et le savoir est communautaire, ça appartient à l'individu. Et je pense que si nous voulons bien faire, c'est de ne pas vite aller à l'individualisation du savoir. Et je reviens encore ici pour dire, pour celui qui a posé la question, c'est pour ça que quand nous avons créé Lire Afrique, nous avons dit que, un, l'initiation se fait par groupe. Et ici, tous les savants se regroupent par groupe linguistique, c'est-à-dire se retrouvent ensemble. Les connaissances individuelles, les connaissances individuelles se fusionnent dans l'ethnie. De telle manière que la communauté qui forme, par exemple, je ne sais pas si du Mali, on a encore si le coordinateur, là, il va me dire les groupes linguistiques qu'on a. Mais on a les groupes linguistiques, par exemple, chez nous, Yoruba, Yoruba, Nago, tout ça, là, on a le fond. Mais tous ces savants qui étaient dedans, s'ils ont des connaissances individuelles, ils les fédèrent. Et c'est comme dans la langue. Ils vont l'utiliser, apprendre dans la langue pour développer la pensée de la science communautaire. C'est un peu ça ce que nous sommes en train de proposer. C'est pourquoi c'est une innovation et c'est difficile aux gens de comprendre. Donc, il faut revenir au principe d'éducation et de recherche africaine. Et ça a été toute ma thèse. Il faut revenir. C'est pas groupe. C'est pourquoi quand vous allez chercher l'information chez le peuple verbomoteur, vous ne pouvez pas prendre quelqu'un qui va vous donner toutes les informations dont vous avez besoin. Non, il faut les créer en communauté. Et quand l'un est en train de parler, d'évoquer un aspect, c'est ça que ça crée ou ça suscite le rappel à l'autre. Et la mémoire comme, collective se met en place pour vous donner l'information. Donc, si au moment de la quête, ça se fait pas communautaire, lorsqu'on va développer la science qui est là, la science serait toujours communautaire et on pourra l'écrire, transcrire tel que nous avons proposé. Ça, c'est ce que je peux répondre avec préoccupation. J'allais vous inviter à être membre dans le moment de Lire Afrique pour constituer un pôle au Mali et vous allez voir ce qu'on peut expérimenter pour que vous compreniez tout ce que nous sommes en train de dire. Parce que vous avez vu le danger. Vous avez dit comment il ne faut pas tomber dans l'individualité, compétition, dominance, mais il ne faut pas aussi non plus rester ici dans la connaissance de l'oralité qui ne permet pas une évolution que nous voulons faire évoluer. Nous prenons la science là-bas. Et si on avait une autre occasion, j'allais développer ce que nous avons appelé l'intellectuel hybride assumé. C'est l'intellectuel qui prend de la science chez l'Occident. Lire Afrique, l'idéal, c'est d'être un intellectuel hybride assumé qui dialogue en prenant la science occidentale pour perfectionner et faire ces sciences africaines en restant donc au milieu. Donc, il y a une proposition qui est en expérimentation. C'est ce que je peux dire. Maintenant, vous pouvez Merci. aller sur les autres. Une petite dernière question avant de terminer notre séance. Euh, Mhm. et c'est lié à cette question qui était posée, comment pouvons-nous garder le juste milieu entre l'oralité et l'écriture? La question est posée, le griot euh, Mhm. est un agent culturellement et localement localisé. Mhm. Est-il identifiable partout en Afrique? Bon, il faut avouer qu'à la rencontre des cultures, tout le système de griot même est mis en mal, hein. Il faut avouer, il faut confesser. Mais si on remonte dans la tradition, au fait, la géographie est liée à la territorialité ethnique ou du clan ou du village. C'est dans cet univers que s'est développé le système de griot. Parce que même dans un même village, il y a plusieurs griots aussi, il y a des grandes familles. Et c'est pas ça qu'on fait. Et puis, il y a des écoles où les gens apprennent à pouvoir être griots. Et je pense que la question qui est posée, c'est nous ne sommes plus vraiment à cette étape. Et si nous voulons aller puiser des choses du griot, c'est d'aller faire ce que Amadou Hampâté Bâ nous recommande dans Kaïdara, le système de l'approche scientifique
et que Moussa Diabaté, celui qui a fait l'indicamétrie, celui qui a travaillé sur la science qui permet de rendre capable l'Africain. Si vous l'exploitez, vous allez comprendre sa proposition. C'est de dire, il y a des choses de l'Afrique que nous devons aller prendre. Et il y a certaines choses que nous devons laisser. C'est ce que j'appelle la continuité relative. Il n'y a pas de continuité absolue. Elle est relative en ce sens que ce qui n'est plus valable, utile, on ne peut pas donc le garder. Mais ce qui est bon, nécessaire, on peut prendre et l'améliorer. Et quand on veut faire comme ça, donc, le système de griot, nous ne disons pas qu'on va retourner au système de griot, c'est presque impossible aujourd'hui. Mais on peut développer d'autres approches qui prennent en compte les éléments positifs, par exemple du griot. Et c'est ce qu'on a essayé de dire en mettant des savants par ethnie. Et je l'ai expérimenté parce que dans ma recherche, j'ai réappris ma propre ethnie, ma propre langue, mes propres danses, mes propres rythmes. Et donc, j'ai été transformé, moi, de nouveau. Ayant fait tout le parcours occidental, avant l'effet de la recherche, j'ai réappris à me connaître et à définir. Et grâce à ça, j'ai vu qu'il y a une grande richesse que eux-mêmes, ils ne découvrent pas. Mais avec ma science occidentale, je découvre et je valorise les réalités chez moi. Et je vais terminer pour vous donner cet exemple-là. J'avais un oncle qui, dans la pratique, il voyage sans se déplacer. C'est-à-dire, si vous quittez un village A pour un village B, toi, tu es à moto, tu es à vélo. Lui, si vous, tous vous quittez le village A, il est déjà arrivé au village B avant toi, il a fini ses courses avant que toi, tu n'arrives. Et donc, c'est une manière, par exemple, de raccourcir deux villages. On dit, et puis, si on ne sait pas faire, on va taxer cela de, oh, c'est diabolique, c'est mauvais. Bon, à l'époque, même jusque-là, les chrétiens, certains pensent comme ça. Mais aujourd'hui, la science, la nanoscience est en train de montrer infiniment petit et infiniment plus rapide. On peut voir. Et j'ai dit, au lieu de taxer cela de diabolique, supposons que nous faisons la recherche et nous arrivons à trouver les formules pour pouvoir quitter le village A pour le village B en vitesse, pas vraiment de la lumière, mais non loin. Mais vous voyez qu'on va créer une entreprise, compagnie de transport aérien sans accident, sans incident, et nous allons faire faillite à toutes les autres compagnies. Il faut rêver de ça. C'est aller prendre nos réalités, les examiner avec la science pour voir comment on peut faire. C'est ce que le blanc a fait. Et au lieu de rejeter, pourquoi ne pas? Et je dis toujours à mes étudiants, mais c'est ça la recherche. Au lieu de diaboliser, on peut chercher. Vous êtes d'accord? On crée une compagnie et puis Air Afrique va tomber. Vous n'avez plus besoin de visa pour aller chez Grec. Vous arrivez là-bas avec la formule. S'il veut vous attraper, vous appliquez la formule, vous revenez en Afrique. Ils vont changer, ça va changer toutes les donnes, même internationales. Et pourquoi ne pas avoir des hypothèses? Parce que le chercheur fait l'hypothèse sur des réalités empiriques. Donc, j'ai exagéré, mais je voulais vous en montrer pour dire il faut faire des hypothèses. Nos réalités, c'est à examiner, c'est à les étudier. Merci beaucoup pour votre patience. Merci beaucoup, Dr. Aouga. Donc, un mot d'appréciation d'un des participants qui dit merci pour l'initiative de cette communication très utile. Je pense que le frère Aouga pourra vraiment aider nos pays africains et spécifiquement au niveau des communes qui doivent promouvoir les actions locales. Donc, merci bien aux organisateurs de cette conférence. Merci à toute personne qui a participé. L'échange était riche. Il y a plusieurs personnes qui voulaient juste savoir comment faire partie de Lire Afrique. Et Mm. donc, le site internet a été donné dans le chat. Je pense que on peut communiquer à travers le contact sur le site de Lire Afrique. Est-ce que c'est juste, docteur Oui, Albert? OK. oui, par le site, ouais. Prenez Mm. contact alors par le site de Lire Afrique. Mm. Et moi, je vais vous laisser aussi un lien dans le chat. C'est un rapport très récent de l'UNESCO sur le monde de l'édition en Afrique que je viens de partager. Il y a beaucoup de choses intéressantes pour ceux qui écrivent et ceux qui sont éditeurs dans l'édition en Afrique.
partout en Afrique, francophone et anglophone, et lusophone et arabophone. Donc, vous avez beaucoup d'informations intéressantes aussi sur l'édition en Afrique. De nouveau, merci à MAI, Media Associates International, qui a mis en place cette webinaire. Merci à tous les participants et pour tous les échanges et interactions. Merci aussi de nouveau le docteur Aouga pour cette conférence qui était très, 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 très riche. Je vous souhaite tous une bonne fin de journée et puis à la prochaine webinaire MAI en français. Mhm. À bientôt. Oui, à bientôt. Mhm. OK, merci. Mhm. OK, qu'est-ce qu'on fait? On les laisse partir? C'est bon.